sur l'effet de la stimulation épidurale de la moelle épinière chez les patients paraplégiques spastique héréditaire. Car mon langue française, j'ai obligé de prendre une note pour vous laisser bien comprendre. Voilà. Les paraplégiques spastiques héréditaires constituent un groupe important des troubles neurologiques héréditaires, montrant des difficultés à marcher à cause de la faiblesse musculaire et de la spasticité des jambes. Ce trouble neurologique sont causés par un développement anormal ou une dégénérescence des axones faisant partie du faisceau cortico-spinal de manière dépendante de la longueur axonale. Cliniquement, manifestant spasticité et faiblesse des membres inférieurs, généralement progressive. Les paraplégiques spastiques héréditaires sont historiquement divisés en deux formes, soit la forme pure, c'est-à-dire il n'y a que la faiblesse musculaire et la spasticité. Et aussi l'autre forme, c'est la complete, c'est-à-dire associé avec l'autre problème trouble neurologique. Et la prévalence estimée en général 1 au 10 sur le 10 000. Actuellement, car c'est aussi une maladie génétique, actuellement, il a trouvé 80 différents types différents de problèmes de génétique chez les paraplégiques spastifs héréditaires. Ces maladies peuvent être transmises à la progéniture et héritées par des parents par des façons soit dominantes, soit récessives, et soit liées à X ou le maternel. Les principaux signes et symptômes de paraplégique spastique héréditaire sont des difficultés de marche, c'est-à-dire il y a des marches spastiques liées à la faiblesse musculaire et la spasticité sur les différents muscles du jambe, et aussi les urgences urinaires et de difficultés restant continentes. En général, le paraplégique spastique héréditaire ne raccourcit pas la durée de vie. Les symptômes de HSP viennent de légères à graves. Les personnes présentent des symptômes plus graves peuvent être incapables de marcher de manière autonome. Actuellement, le traitement se limite à réduire les symptômes de faiblesse musculaire, de spasticité et d'urgence urinaire. C'est que prendre des médicaments pour limiter ces symptômes. Et stimulation électrique épidurale de la moelle épinière implique implantation d'une petite réseau d'électriques dans l'espace épidural.
on a déjà signalé la stimulation épidurale de la moelle épinière associée à une rééducation intensive pour établir un mouvement volontaire chez des patients sélectionnés après traumatisme de la moelle épinière. Et aussi, on a constaté que l'amélioration profonde de la fonction autonome, y compris la restauration de la régulation cardiovasculaire et de la fonction sexuelle, ainsi que la modification prometteuse de la fonction intestinale et de la vessie sont aussi observés. Et la plasticité est une caractéristique du symptôme de motoneurone supérieur. L'excitabilité augmentée des motoneurones ou des neurones interneurones joue un rôle très important dans la physiopathologie de la spasticité. La stimulation électrique de la moelle épinière peut supprimer l'excitabilité neuronale augmentée pour réduire la gravité de la spasticité et de ses complications. La stimulation de la moelle épinière est effectuée normalement sur le moelle extradural. Et en stimulant le système nerveux, soit donner l'effet local au niveau de la moelle épinière, et aussi des effets centraux au niveau du centre, le cérébral, et aussi des effets périphériques. La stimulation pour donner la neuromodulation et ensuite c'est la neuroplasticité pour donner des effets thérapeutiques. Et appliqué en différents niveaux de la moelle épinière, ça donne différents effets. La stimulation entraîne une l'altération ou modulation de l'activité axone par délivrer des stimulations électriques sur la moelle épinière relié avec l'électrode, le mode d'électrode et aussi la fréquence et aussi l'amplitude. Le mode de stimulation est une onde carrée et ça peut donner, fabrique des informations et aussi interférer les informations de procession et aussi de transmission. Et la façon d'affecter les neurones, souvent c'est des charges densité et aussi des surfaces de contact avec l'électrode et aussi des largeurs d'impulsion qui donnent la stimulation. Ça, c'est les trois éléments importants pour affecter le neurone. Et nous avons, avec
information et la connaissance, nous avons effectué notre traitement sous l'anesthésie générale chez les 3 patients de paraplégique spastique héréditaire. En fait, maintenant, c'est le 4e patient qui vient d'être opéré la semaine dernière. Et on est en train de aussi voir le résultat. Il y a petite électrode, c'est le 16 contact pour implanter au niveau de T12 vertèbre, le niveau vertèbre. Et on voit, pendant l'opération, on stimule aussi le on peut voir aussi il y a des réponses pendant l'opération, on stimule la moelle épinière par l'électrode, il y a des contractions musculaires. Et on survit pendant l'opération, on met l'électrode sur tous les muscles de jambes et on peut voir ici c'est aussi on peut voir le trompe de pied pour vérifier est-ce que l'électrode c'est bien implanté à niveau. Et aussi, ça c'est important car soit par exemple certaines fois on a implanté un peu plus haut, il n'y a pas de réponse dans certains muscles comme le triceps ou le quadriceps pour surveiller. Et si on descend un tout petit peu l'électrode, et il y a tout ce qui a donné l'effet, on peut voir quasiment dans toutes les réponses sur les muscles de jambes. Et ça c'est chez un premier cas, on a installé à niveau de à peu près le T12, ça c'est correspondant à peu près le L2 et la moelle épinière. Et tout de suite après allumer l'électrode, donner la stimulation, on voit il y a des suppressions et aussi calmer l'excitabilité à niveau de la moelle épinière. Et ça, c'est on a utilisé une méthode d'électrophysiologie, c'est l'enregistrement de H, réflexion H, et on compare le H, réflexion H, en général, il y a 2 courbes. En M, c'est tout début, tout de suite, il y a donné à niveau de muscle. Et aussi, il y a des réponses après, c'est la réflexion de H à niveau de là. Et ça, c'est la M, c'est directement à niveau de muscle. Et on compare entre les deux, on trouve, avant d'allumer la stimulation, il y a à peu près 34% et 40% sur le jambes. Et après allumer la stimulation, on trouve effectivement des réductions à niveau de excitabilité, à niveau de la centre. Et ce patient, on aussi peut voir la marche du patient. Ça c'est avant l'opération. On voit ces difficultés de marche. C'est comme des marches spastiques. Et après allumer l'électrode, c'est beaucoup améliorer la marche. Et le patient, dès que le lendemain, il a déjà dit la force musculaire dans 2 jambes s'est augmentée. Et aussi, la marche, il a trouvé beaucoup mieux. Et avec l'équipement, ça c'est grâce à M. Vidal, on a installé au sein de l'hôpital un équipement de mesure des marches. Et on trouvait aussi ça c'est le rythme de marche. Et
ça c'est avant la stimulation. On trouvait c'est le 0,71. Mais après, la marche c'est vraiment augmenté. Aussi des largeurs de marche. Et ça c'est le deuxième patient. Deuxième patient, on a entendu un peu plus haut, c'est à niveau de D11 et D12 à peu près. Et aussi c'est avec la même chose. On a trouvé avec l'enregistrement de H réflexion H. Et vraiment après allumer la stimulation, ça supprime l'excitabilité spinale. Et ça c'est aussi on trouve c'est surtout le côté droit et de 31% et jusqu'à réduire à 10%. Ça c'est et ce patient, et après le traitement, il peut se lever et aussi se tenir autonome. Pas comme avant dans la stimulation, il est toujours sur le fauteuil roulant et aussi il ne peut pas se lever. On peut voir ce patient, il peut se lever et il a dit c'est la force musculaire augmentée de façon. Mais maintenant il suit les rééducation intensive pour encore renforcer la faiblesse musculaire pour essayer de remarcher. Et ça, tous ces résultats, c'est très précoce car on vient de commencer à opérer les patients que à partir de août cette année. Et les patients sont suivis que pendant le maximum, pour le premier patient, c'est 2 mois. Et ça, c'est le troisième patient. On a installé aussi à niveau un peu plus bas, c'est un jeune garçon. Il est 14 ans. Et on a installé à peu près à niveau de L1, c'est correspondant la dimension de dilatation lombaire. Et on peut voir aussi, c'est avant la stimulation. Voilà. Il marche très difficile. Avant dans la stimulation, mais cet équipement, c'est l'équipement de mesure de marche, c'est grâce à M. Vidal, on a installé ça à Vidal. Ailleurs, il ne peut pas. Et aussi le pourcentage de support sur là, c'est aussi beaucoup diminué après dans la stimulation. On peut voir sur voilà. Et le patient, il a dit aussi, c'est soulager un peu la spasticité à niveau de 2 jambes. Et il peut marcher, il peut un peu, c'est-à-dire c'est améliorer. Il semble améliorer de marche. Et sur la mesure de différents paramètres de marche, on voit aussi l'augmentation ou amélioration de tous les paramètres. Et ce patient, c'est bien de commencer aussi le traitement de rééducation. Il y a 2 semaines. Donc, ça c'est un peu la conclusion, c'est-à-dire la stimulation épidurale de la moelle épinière peut supprimer l'excitabilité neuronale, c'est-à-dire augmenter dans le système nerveux central et réduire la spasticité et aussi la complication. Et on trouve
électrode de stimulation, il faut bien installer pendant l'opération. C'est pas relié avec l'anatomique. C'est relié souvent avec la fonction physiologique. C'est-à-dire, on a donné la stimulation pour vérifier le site d'implantation. Mais en général, on pensait peut-être on fait un radio pendant l'opération, c'est pour montrer l'électrode c'est bien installé, tout droit et dans le niveau, mais en général c'est plus précis, c'est-à-dire on utilise l'électromyogramme pour enregistrer c'est assurer tous les muscles de jambes, c'est couvert par l'électrode. Ça c'est important. Et aussi, pour réguler l'électrode, car on a installé c'est un électrode avec 16 contacts. Il y a des combinaisons, la technologie c'est très avancé. On peut tout combiner, la direction et la fréquence et l'amplitude et aussi surtout l'important c'est la largeur d'impulsion. Ça c'est aussi pour vraiment stimuler à différents niveaux des neurones au sein de la moelle épinière. Et aussi, c'est important, c'est-à-dire rééducation fonctionnelle. Et ça, c'est car ce type de malade, c'est souvent ces deux problèmes. C'est principal, c'est la spasticité et aussi la faiblesse musculaire. Et on peut supprimer la spasticité, mais la faiblesse musculaire, il faut, avec le traitement de rééducation pour renforcer. C'est-à-dire c'est encore un traitement de durée pendant un certain temps. Ok. Ça, c'est cette étude effectuée au sein de département de neurochirurgie à l'hôpital de Tianhan à Pékin. Et merci beaucoup pour le soutien de l'IRM et aussi de l'INSERM. Et ça c'est car moi je suis étudiant de M. Kadir, ça fait plus de 20 ans. Et toujours c'est l'IRM qui nous soutient toujours au cours de toutes les recherches fondamentales, y compris la clinique. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup Sorg pour ces résultats qui suscitent mon admiration et je pense celle de beaucoup et aussi qui illustrent les puissances technologiques que vous avez en Chine et les résultats de tout ce que vous pouvez faire. Donc je pense que Lyon peut se féliciter aussi de vous avoir soutenu et d'avoir cru en vous depuis 20 ans, c'est ça ce que vous dites? Et la FM aussi, alors, bien sûr. Bon là je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez dit que maybe you prefer to answer in English? I don't know. En français. En français, ça va. Non, mais question. Oh, oui, Frédéric. Félicitations pour ce travail, c'est vraiment impressionnant. Les électrodes que vous déposez sont au niveau de la corne dorsale. Est-ce que vous savez quelles sont les régions que vous stimulez et est-ce que vous finalement inhibez d'une certaine manière les afférences 1A qui pourraient expliquer la diminution du H réflexe de la spasticité que vous observez? D'abord, pour localiser bien localiser l'électrode, pour implanter l'électrode, on va faire d'abord c'est IRM. Pour voir, parce que chaque malade, par exemple, il y a des jeunes, il y a aussi des adultes. Le niveau correspondant aux vertèbres, c'est un peu différent. Et on fait le IRM. Et aussi pendant l'opération, on fait la radio pour bien localiser le vertèbre qui correspond à quel niveau. Et on fait l'implantation. Mais par contre, moi je le dis toujours, c'est anatomiquement, c'est pas très important pour
à niveau de fonction en stimulant la moelle pour voir la réponse à niveau de la jambe. Ça, c'est principalement, on a suivi par l'électromyogramme pendant l'opération. On a implanté tous les électrodes à niveau de muscle des jambes. Et pendant l'opération, après déborder l'électrode, on donner la stimulation avec un programme de stimulation. Et on voit que la réponse à quasiment tous les niveaux quasiment tous les muscles des jambes. Et pour supprimer l'excitabilité, c'est principe, moi, on est en train d'étudier sur ça aussi, mais principe, on pense que c'est bien de deux façons. Première façon, il a stimulé le système nerveux sensitif qui peut peut-être donner des irritations et aussi des excitations de deux sens. Ça peut calmer les interactions neuronales. Comme ça peut supprimer l'excitabilité neuronale. Ça, c'est il y a des études qui montrent. Et deuxième chose, c'est-à-dire peut-être c'est aussi directement interférer avec la physocortico-spinal. Et ça peut aussi le balancer ou supprimer un peu le signal anormal. Ça c'est probablement ces deux choses. Et pour nous, on a ce type de traitement, on a deux pensées. Premier, c'est pour supprimer le symptôme spasticité et aussi et ça c'est une chose. Et aussi ce type de maladie c'est relié avec le problème de génétique, c'est développé progressivement développé et c'est surtout sur l'axe de longueur parce que c'est la longueur dépendante de problème. Et si on donne la stimulation à niveau de local, la moelle, ça peut aussi donner un peu de changement d'environnement, soit électrico-magnétique ou surtout gêner ou corriger ou moduler la conduction axonale. Peut-être ça, c'est dans le long terme pour aussi réduire le processus de la maladie. Ça, c'est on est en train aussi d'observer. Il faut pendant le long terme pour suivre ces patients. Merci. Alors, Olivier puis Fatia, ou Fatia, vous avez mentionné que ces patients étaient traités pour la spasticité, donc j'imagine au baclofène. Oui. Est-ce que les stimulations vous ont permis de réduire ces doses ou réduire le traitement ou même de l'abandonner complètement? Ça c'est très j'oublie le type. Mais ce type de patient, souvent, c'est prendre des médicaments, comme vous l'avez dit, c'est le baclofène, c'est ça? Et en général, ce type de patient, ces patients qui prennent des doses déjà dans le seuil plus haut, par exemple à peu près 80 mg par jour. Ça c'est à peu près 80 mg par jour par 3 ou 4 prises. Et pour nous, on commence cette étude avant l'opération, on demande le patient progressivement arrêter le médicament et après 2 semaines après, c'est-à-dire quand il a arrêté le médicament, prendre le médicament 2 semaines après, on fait cette type d'opération. Et le patient qui raconte la même chose, quand il a pris le médicament, c'est-à-dire avant, ça peut calmer la spasticité, il sent la faiblesse. Mais c'est-à-dire, tout début, peut-être il y a des paraplégiques, comment dire, il sent la force de jambe, la force un peu, car c'est relié avec la paraplégie, la force. Mais dès qu'il prend le médicament, le lendemain, c'est soulager la spasticité et il sent la faiblesse, il ne peut plus se tenir. Et c'est la même chose qu'on a donné la stimulation électrique. C'est-à-dire, quand on allume, c'est-à-dire le patient il ne prend plus le médicament, ça c'est sûr, après l'implantation de l'électrode, il ne prend plus le médicament, il sent la même chose, c'est la
faiblesse d'abord. Il plus, parce que la spasticité est supprimée, c'est très, très faible. Mais après, progressivement, Sandy commence à renforcer la force musculaire. Et pour ça, la rééducation, c'est très important pour eux. C'est-à-dire, on donne le cours de traitement, rééduquer, laisser renforcer la force musculaire. Après, peut-être il peut se battre. D'abord, merci Saint d'avoir partagé avec nous ces beaux résultats très prometteurs. Et comme je sais que vous êtes d'abord spécialiste de spinal cord injury et puis le nerf périphérique, ma question elle est très naïve, je ne suis pas électrophysiologiste. Quand je vois les stimulations là, dans le cas de la pathologie de l'HSP, et puis par rapport à tout ce qui est développé actuellement sur la stimulation épidurale après le traumatisme de la moelle épinière, la question naïve, est-ce que c'est le même type de stimulation? Est-ce que c'est le même objectif, puisque la spasticité aussi existe Oui. En fait, j'ai opéré aussi l'autre patient avec le traitement médulaire incomplet. Ça, c'est le même type de traitement. J'ai là opéré les deux patients avec le traitement médulaire incomplet. Et pour soulager aussi, premièrement, c'est soulager la douleur de neuropathologique. Ça c'est efficace. Et deuxièmement, ça doit aussi calmer la spasticité. Ça, on a prouvé, c'est la même façon. Et l'électrode, c'est la même chose. Et sauf le programme de stimulation, c'est différent. En général, ce type d'électrode, souvent, c'est dans le traitement de douleur. Ça, c'est souvent, on a utilisé la haute fréquence, on a mis le HG, et avec le faible largeur d'impulsion. Ça, c'est souvent pour calmer la douleur. Mais par contre, pour le traitement médulaire, j'ai essayé, parce qu'il y a deux patients, on a donné ce type de stimulation avec la fréquence, souvent c'est entre le 40 ou 60 la fréquence, et avec ça dépend surtout la largeur d'impulsion, c'est important pour stimuler différents niveaux de la moelle épinière. Et comme ça, on peut supprimer la douleur, on peut aussi supprimer la spasticité et aussi renforcer un peu la force et améliorer la fonction des jambes. Et surtout aussi des problèmes de urinaire. Ça, c'est, on voit aussi le patient qui a été amélioré aussi. Mais ça, c'est je parle dans cette présentation, car c'est deux différents protocoles qu'on a effectués actuellement, tous déjà enregistrés auprès de l'essai clinique du mondial. Ça, c'est on a inscrit deux protocoles. Et ça, c'est pour le traitement médulaire incomplet. Et j'ai aussi opéré la semaine dernière, ce lundi-là, j'ai opéré l'autre patient. C'est un patient de douleur très très intensive à niveau de jambes. C'est lié avec l'opération de colonne, parce que c'est une tumeur de la moelle épinière. Après l'enlever la tumeur, ça fait 3 ans, il a senti très très mal de jambes. Et on a fait l'opération à implanter une électrode comme ça dans justement la lésion de la tumeur, c'est à niveau de D11, D12 et D11. On a implanté l'électrode à niveau de D10, c'est tout au-dessus de la lésion. Et maintenant, on vient de commencer la stimulation. Et je suis en train de voir si on peut donner des effets. Parce que, en fait, le programme de traitement, c'est d'abord on va donner 48 heures de traitement avec la haute fréquence, c'est 1000 Hz. Et pendant 48 heures ou encore quelques jours, s'il n'y a pas d'effet, on va changer avec la low fréquence. C'est peut-être c'est 60 ou 100 comme ça.
Ok, merci beaucoup. Donc, s'il n'y a plus de questions, je veux déjà remercier tous les speakers. Merci encore, Song, pour ces belles données, mais tout le monde. Donc, merci beaucoup au nom de l'IRM. Merci à Sophie Blanchot, dont je vois vous intervenez dans beaucoup de travaux cliniques. Donc, merci. Et merci aussi pour organiser tout cela. Donc, avant que vous ne partiez, avant le déjeuner, je voudrais juste vous dire que mon rôle en tant que président du comité scientifique, c'est évidemment de gérer des journées comme celle-ci et de suivre les travaux qui sont faits, mais également d'essayer de stimuler au niveau national déjà, répertorier les forces qui travaillent sur la moelle épinière, autant forces de chercheurs fondamentaux que de cliniciens. Essayer aussi de stimuler ces interactions. On voit qu'elles ne sont pas toujours faciles non plus. Le problème du clinicien est parfois différent du problème du chercheur. Donc la translation, c'est compliqué, mais si on voit que de plus en plus, il y a des avancées cliniques qui se font, on l'a vu ce matin. Donc pour cela, j'essaie d'encourager et de rassembler ces forces-là. Et très brièvement, là, à Marseille, donc Frédéric Brocard et Virginie Callot, qui sont là, ont initié ce genre de choses en rassemblant des chercheurs et des cliniciens, en organisant aussi des conférences et des journées. Parce qu'on sait très bien que l'IRM finance dans la limite de ses moyens, et les moyens des fondations en général sont en diminution maintenant aussi. Donc il faut trouver d'autres moyens financiers et par exemple rassembler ses forces et leur permettre